Ok, merci. Merci de me l'avoir demandé. Il n'y Alors, a pas de problème. je vous demanderai برك de copier les micros d'Eolcom pour qu'il n'y ait pas d'interférence. En bas, je m'arrêterai sur une fois qu'on terminera une partie ou là, je vous demanderai s'il y a des questions ou là. Donc, هنا j'arrive à voir avec la main هذيك, pour demander la parole. Donc, si quelqu'un veut avoir la parole ou il a une question à poser, il a juste qu'à appuyer sur la main. Donc, Nathalie la parole pour poser la question. Ben, Aucun alhamdoulilah problème. très bien. Donc, alhamdoulilah que vous êtes tous bien. Donc, en fait, j'avais pris du temps pour démarrer le cours sur Webex parce que je voulais quand même préparer quelque chose sur PowerPoint, vous faire la présentation et en même temps, j'explique le cours. Alors, j'avais envoyé la présentation du cours, le polycopie et la série d'exercices. Alors, il faut toujours revenir au polycopie du cours, hein, parce qu'il y a tout le détail. Comme on n'a pas le temps, les moyens pour écrire sur un tableau, donc je préfère faire la présentation. Vous lisez la présentation, vous revenez sur le cours et vous essayez de faire la solution des exercices. Donc la majorité des exercices que nous avons programmés au niveau de MI, nous battons comme la solution. Donc comme on s'est entendu la dernière fois, vous mettez quand même les questions comme sur un fichier Word, vous me les envoyez. Oui, je vais répondre soit sur un fichier Word ou là directement ici en Sagda sur Word. Alors, je ne sais pas, vous êtes pratiquement, on va dire, si on comptabilise, 5, vous êtes une cinquantaine d'étudiants. Alors, je vais partager directement, c'est pas la peine d'ouvrir le fichier, je vais partager la présentation et en même temps, on va suivre ensemble. Hein. Alors, est-ce que tout le monde arrive à voir la présentation? On laisse toujours, si je pose les questions techniques, donc on laisse toujours l'étudiante, mademoiselle Shahinaz, qui va répondre. Hein. D'accord, il n'y a aucun problème. Monsieur, رانا نشوفه normal. Hein. La présentation. Très bien. راهو ما فيش الكور normal. Très bien. Très bien. Donc, avec ça, je vais quand même profiter pour écrire sur l'écran, pour expliquer le. Okay. Donc, vous arrivez à voir même le trait rouge. Hein, oui, رانا نشوفه normal. Il n'y a aucun problème. Très bien. Alors, comme vous le savez, on a donc plus ou moins pour le S1, je vous demande de copier les micros comme s'il vous plaît. Hein. Alors, donc pour le S1, on a la partie électrostatique. Le deuxième chapitre concerne tout ce qui est conducteur en équilibre électrostatique. Et le troisième, tout ce qui concerne les courants continus. On va parler des réseaux et la loi d'Ohm et tout ce qui s'ensuit. Hein. Alors, le premier chapitre, donc avant le confinement, avant le 12 mars, nous avons traité la force électrostatique. Donc, en cours. La partie champ électrique. Nous avons commencé à parler du potentiel électrique. Bon, il y avait le confinement. Donc, je reviendrai parce que j'imagine qu'après 6 semaines de confinement, c'est difficile de se rappeler de tout. Donc, je vais faire quand même un petit rappel sur tout ça. Et on va faire tout ce qui est topographie du champ électrique et travail énergie. Alors, concernant le dipôle électrique, on va le laisser pour la semaine prochaine, Inch'Allah. Et le théorème de Gauss pour la 3e semaine. Et on va clôturer le chapitre 1. Alors, si on va commencer par parler de la force électrostatique, vous vous rappelez tout ce qu'on avait parlé de charge et que la force électrostatique entre deux charges Q1 et Q2, qu'elles soient de même signe ou de signe opposé, il y a une force électrostatique qui est générée. Alors, éventuellement, il faut faire attention, c'est que la force électrostatique est un vecteur, comme le champ électrique, contrairement au potentiel. Donc, s'il y a un vecteur, ici, automatiquement, le tableau est un autre vecteur. Alors, la force électrostatique, elle est définie toujours par cette constante, qui est 9 10 puissance 9, fois les deux charges sur la distance des R au carré. Alors, donc, elle est générée bien sûr entre deux charges. Alors, si on prend le cas de deux charges du même signe, c'est-à-dire que soit ils sont positifs, les autres,
soit ils sont positifs les deux, soit ils sont négatifs les deux. Donc, automatiquement, il va y avoir une force F12. On a toujours la même notation, c'est que c'est F12, c'est-à-dire on lit toujours la force de 1 appliquée sur 2. Donc, c'est la charge 2 qui va sentir cette force-là. Donc, automatiquement, on va la représenter sur Q2 et non sur Q1 ou là ailleurs. Alors, le sens de Ha, il va dépendre, vous le savez tous, que s'ils sont de même signe, donc c'est une force qui est répulsive, c'est-à-dire que les charges itbado. Si c'est dans le cas où ils sont de signes différents, qu'ils soient positifs, négatifs ou négatifs, positifs, donc c'est une force qui est attractive et donc c'est une force qui va diriger la charge Q2 vers Q1. Contrairement à ça, les deux charges vont se répulser. Alors, faire attention, c'est que quand on écrit F12, je reviens sur le pointeur, quand on écrit F12, automatiquement, j'ai le vecteur unitaire UN2. C'est sûr. Alors, UN2, contrairement à FN2, c'est un vecteur unitaire qui va de la charge Q1 vers la charge Q2. Et donc, on aura FN2 ici et UN2 ici. Alors, R, c'est la distance entre les deux charges, c'est le centre des charges, mais comme ce sont des charges ponctuelles, donc ce n'est qu'un point. Alors, bon, ça c'est la constante K, que vous connaissez tous, et vous avez, selon le troisième principe de Newton, vous avez action et réaction. C'est-à-dire, si je prends les deux charges comme je les ai maintenant, je vais tracer ici Q2, je vais essayer de le faire. Vous avez Q2, vous avez Q. Alors, si on représente maintenant F de 1, en fait, c'est une force qui est appliquée de 2 sur 1. Et donc, automatiquement, c'est une force qui sera dirigée dans le sens où c'est une force répulsive. Alors, vous avez F12 par le principe d'action et de réaction. Vous aurez F de 1 qui va être sur la même ligne droite, par contre, dans le sens différent, dans le sens inverse. Alors, par contre, maintenant, le vecteur UN2, si j'ai F de 1, automatiquement, j'aurai un vecteur U de 1, et donc U de 1 sera dirigé dans cette direction. U de. Je m'excuse pour l'écriture, donc je suis en train de l'écrire avec une souris. Donc, pareil, dans le cas où les deux charges sont de signes différents, c'est-à-dire que Q2, Q1, si on veut représenter ici, donc on aura une force F1, de 1, qui sera dans le sens inverse de F12, qui sont partés par la même ligne droite et qu'ils sont opposés. Et U de 1, pardon, UN2, U de 1 plutôt, c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette formule-là, qui est la force. Donc, je vais... Alors, vous avez cette force-là, Fn2, Un2. Ce qui est intéressant, que c'est si vous avez les deux charges du même signe, c'est-à-dire plus, plus, donc vous aurez un plus. Si c'est moins, moins, vous aurez plus. Et donc, vous aurez toujours Fn2 dans le même sens que Un2. C'est-à-dire ce premier cas-là. F12, il est dans le sens de UN2. Alors, contrairement où si les deux charges sont de signes opposés, donc vous avez automatiquement un signe moins ici. C'est-à-dire une charge négative fois une charge positive, ou une charge positive fois une charge négative. Et donc, on aura un signe moins ici. Bien sûr, si on prend ça en valeur absolue. Et donc, on aura F12 qui est égal moins le vecteur unitaire UN2. C'est-à-dire qu'on aura un vecteur qui est dans le sens inverse du vecteur unitaire. Alors,
bien sûr qu'une fois que vous allez faire des exercices, le plus important, c'est que s'il y a plusieurs charges, qu'on va le voir après, c'est que toujours la force électrostatique, elle est dirigée, ou sa droite, elle est portée sur la droite Q1, QR2. Maintenant, le sens de F12, il reste selon le signe des décharges, c'est-à-dire s'ils sont de même signe ou là de signe opposé. Alors, on va faire juste un petit exemple ici. Donc, ce que vous avez à traiter ici, c'est soit une distribution ponctuelle, c'est-à-dire vous avez plusieurs charges ici, soit vous allez traiter tout ce qui est distribution continue, ce que nous allons voir pour la deuxième partie. Alors, l'exercice, il est simple, c'est-à-dire que, enfin, classique, disons beaucoup plus classique, c'est que, en général, on positionne les charges telles comme ils sont ici. Hein. Enfin, donc, vous avez 4 charges, c'est un exercice classique, donc 4 charges, Q1, Q2, Q3 et Q4. Alors, avec différentes valeurs de charge, vous avez une charge qui est négative là, une charge négative Q2, Q3 et Q4, avec différentes valeurs. Alors, ça, c'est le microcourant. Alors, ce qui est demandé, c'est que, éventuellement, cette charge-là, elle va appliquer une force sur celle-là, sur Q3, sur Q4, vice-versa, Q3 sur Q. Donc, chaque charge, elle est appelée à avoir une force électrostatique. Alors, ce qu'il est demandé, quelle est la force électrostatique appliquée sur Q1? Alors, on va commencer par le principe de superposition. Le principe de superposition, c'est que je suppose que Q1, elle va interagir avec Q2. Donc, on commence par les deux charges. Les deux charges sont négatives. Donc, automatiquement, je vais avoir une force qui est répulsive, qui est F de 1. Donc, qui est appliquée sur la charge Q1. Du moment que c'est négatif, les deux sont de même signe, donc une force répulsive. La deuxième charge, donc c'est une charge qui est positive avec une charge négative. Donc, automatiquement, elle sera portée sur la droite Q3, Q1. C'est une force qui est attractive. Pourquoi? Parce que les deux charges sont de signes opposés. Pour la troisième charge, donc négative, automatiquement, c'est une force répulsive qui est portée par la droite Q4, Q1. Alors, le principe de superposition, c'est que on va faire la somme de toutes ces forces-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème de présentation ici. Alors, nous avons, je reviendrai ici. Donc, nous avons F3,1, F4 sur 1, F2,1. Éventuellement, si on réécrit cette équation vectorielle, c'est que la force F1 totale, c'est dû à la force F2,1, F3,1 et F4. Il faut faire attention, c'est que, en général, il y a des problèmes, c'est que c'est une somme vectorielle. Il faut faire attention à ça, c'est qu'on n'est pas en train de faire une somme algébrique comme nous allons le voir avec le potentiel, mais une somme vectorielle. Et comme vous le savez tous, c'est que si on a une somme vectorielle à ce niveau-là, n'importe quel moment pour le champ ou pour la force électrique, on est obligé de choisir un système d'axe adéquat. Alors, le système d'axe adéquat, en général, si les forces sont dans le sens, disons, on va prendre un système cartésien, on va prendre tout simplement un X et un Y. Alors, par exemple, il y a un exercice où vous devez calculer, par exemple, ici, le champ électrique à ce niveau-là. Par exemple, c'est juste un exemple. Là. Alors, si on vous demande de calculer le champ ici, alors il y a deux manières de prendre les axes. Dans le cas d'un carré, hein, pas dans le cas d'un rectangle. Hein. Moi, je préfère le représenter ici pour qu'il n'y ait pas de confusion pour vous dire pourquoi. Alors, si je prends le cas d'un carré, par exemple, il y a quatre charges ici. Il y a un exercice, je crois, dans la série qui traite ce genre d'exercice. Alors, si vous voulez calculer ici, au centre, le champ électrique. Alors, vous avez deux moyens de choisir l'axe. Soit vous allez prendre un axe X, Y dans ce sens-là, soit vous allez prendre, je vais effacer, tout simplement.
soit vous allez prendre un deuxième axe, ou un système d'axe, pardon, qui est dense. Et vous allez voir que celui-là, il est beaucoup plus rapide que le fait de prendre un axe dans ce sens-là. Alors pourquoi j'ai dit un carré? Il faut faire attention, parce que tout simplement dans un carré, le système d'axe, il est perpendiculaire. Par contre ici, le système d'axe, si vous prenez dans ce sens-là, il n'y a pas 90 degrés. Hein. Okay. Le système d'axe, il doit toujours avoir 90 degrés entre, c'est-à-dire c'est un système, un repère orthonormé. Donc je vais effacer tout ça pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc ce que nous allons faire ici, c'est de prendre ce système d'axe-là qui est X, Y. Alors automatiquement, c'est comme nous avons l'habitude de faire en dynamique, une équation vectorielle, on fait les projections suivant OX, suivant OY. Alors je reviendrai, je vais faire toujours la même remarque que j'avais déjà fait en cours, c'est que vous allez travailler avec des géométries et beaucoup de calculs de géométrie. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à toutes ces projections-là, au problème du cosinus, du sinus, alors le problème aussi de ces angles-là, les distances, comment on détermine les distances entre les différentes charges. Et après, bon, c'est un truc qui se fait mathématiquement. Alors, on commence par l'équation vectorielle. On commence par les projections. Alors, il faut faire attention ici, c'est que vous vous rappelez tous que quand nous avons une équation vectorielle, quand on fait les projections, une fois que nous avons fait les projections, toutes ces valeurs-là deviennent automatiquement en valeur absolue. Parce qu'on connaît très bien le sens d'Ahom par rapport à ce système d'axe-là. On est en train de faire une projection par rapport à ce système d'axe-là. Sauf ces deux forces-là. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la résultante F1x et F1y. Donc, F1x, F1y, ce sont des valeurs algébriques. C'est-à-dire que si F1x est négatif, elle va être dans le sens négatif de x. Si Fy est positif, ça veut dire qu'elle sera dans le sens positif et vice-versa. Alors, on va commencer par F de 1. Alors, F de 1 suivant x, c'est 0. C'est perpendiculaire. On voit que bien F de 1, c'est perpendiculaire à x. Moins, alors, non, oui. Pardon, oui, oui. c'est juste parce que كاين واحد راهو مسعل لا كام لطفي s'il te plaît طفي لا كام تاعك واللي راهو فاتح الميكرو يطفيه. Pardon. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, donc F1x, donc on avait dit, on va commencer par la projection de F de 1. Donc F de 1 suivant x, c'est 0. أنا toujours, quand je fais la solution de ce genre d'exercice, même si c'est F de 1, c'est 0, نكتبها 0. Je préfère l'écrire 0 parce qu'il se peut que je vais me tromper quelque part. Si je reviens, نعرف وين je me suis trompé. Donc F de 1, c'est 0. F3, 1, donc F3, 1, je ne sais pas, donc F3, 1, elle est dans ce sens-là. Donc sa projection, on aura quelque chose. Donc F, non, ça c'est F3, 1 de x, avec un vecteur bien sûr. Vous remarquez qu'elle est dans le sens inverse de x et qu'elle est suivant cosinus. C'est-à-dire que j'aurai F3,1x qui est égal à F3,1 tout simplement cosinus alpha. F4,1, donc elle est dirigée suivant l'axe x, donc c'est en plus. Et la même chose suivant y. F2,1, elle est dirigée dans le sens inverse de y, donc c'est un signe moins. Plus F3,1y, puisque F3,1, pardon, mais je ne sais pas pourquoi. Donc F3,1 qui est là, donc on aura une projection à ce niveau-là. Voilà, donc on aura le vecteur qui est là, et donc c'est F3, 1 de Y. Je m'excuse pour le crayon rouge, c'est tout ce que j'ai comme moyen pour présenter. Alors F3, 1Y qui est là, c'est tout simplement, c'est F3, 1 sinus alpha. Et donc on aura ce système d'équations. Alors, on revient, donc F1x, F1y, donc je vais effacer tout ce que j'ai mis en jaune. Et je reprends le stylo.
Alors, F31, quoi F31? Tout simplement, comme nous l'avons vu tout à l'heure, F31, ce n'est tout simplement, ça c'est le module bien sûr, hein. Ce n'est quoi? Ce n'est que K fois la charge Q1 fois la charge Q3 sur la distance au carré. C'est-à-dire 1 R, 1, 3. Il faut faire attention, il ne faut pas revenir si vous remplacez Q1, Q3, avec le signe moins et le signe plus. Le signe moins et le signe plus, vous l'avez déjà pris en considération quand vous avez représenté cette force-là. Bien d'accord. Vous pouvez faire autrement, c'est-à-dire vous ne représentez pas les forces Hnaya, vous laissez en valeur algébrique, plus, mais les projections. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'avez qu'à remplacer les valeurs Q1, Q3, et vous allez retrouver le signe moins. Ceci dit, c'est pas toujours évident. Donc, je préfère que vous traciez les vecteurs de force et vous faites vos projections le plus normalement du monde, sans bien sûr remplacer le signe. Donc, de préférence, de tracer avec la valeur absolue pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, bon, après Q1, Q3, donc F4, 1, c'est la force entre 1 et 4, c'est-à-dire Q1, Q4. F2, 1, c'est la force entre Q1 et Q2, et ainsi de suite pour F3. Alors, cosinus alpha, c'est quoi? Sinus alpha, c'est quoi? Alors, pour le moment, vous avez que 40 cm et 30 cm. Alors, bien sûr, la distance R12, c'est quoi? Ce n'est que 30 cm. Donc, R12, c'est ça. La distance R14, c'est 40 cm. Il reste la distance R13. En fait, R13, comme c'est un rectangle, donc tout simplement, c'est la racine de R12, c'est-à-dire 0,4 au carré, plus 0,3 au carré. Donc tout simplement, vous allez calculer le cosinus alpha et sinus alpha. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cosinus alpha, c'est 30 cm sur R, et sinus alpha, c'est 0,3 mètres sur R13, et cosinus alpha, ce n'est que 40 cm ou la 0,4 mètres sur R1. Voilà, donc j'avais fait ça pour la présentation. Donc, on calcule R12, R14, R13, le cosinus, les sinus, et une fois que nous avons l'application numérique, on calcule les forces en newton, bien sûr. Alors, maintenant, une fois que nous avons déterminé les forces F1x et F1y, nous allons représenter ces forces-là. Je vais passer avec la gomme. Alors, comme nous l'avons fait déjà en dynamique, tout simplement, le système d'axe qui est là. Alors, F1x, du moment qu'elle est positive, si on prend 1 cm, c'est 1 newton, donc c'est 2,34 cm. Donc, elle est positive, donc elle sera dirigée dans le sens de x, avec 2,34 cm. F1y, du moment qu'elle est négative, donc 2,38, donc newton, c'est 2,38 cm. Donc, automatiquement, elle sera dirigée dans le sens inverse de y. Alors, la résultante, bien sûr, éventuellement, F1, ce n'est que la somme de F1x, F1y. Encore une fois, je reviens, on ne peut jamais tracer F1 sans tracer F1x et F1y. Voilà, donc grosso modo, ce qu'on fait sur les forces électrostatiques, quand nous avons une distribution de plusieurs charges ponctuelles. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, maintenant, on arrive au champ électrique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux forces électrostatiques? Alors, on va prendre 2-3 minutes, enfin même pas 1 minute ou 2 minutes pour les questions. Maintenant, si quelqu'un a des questions, là, il ouvre directement son micro et il pose les questions. Sinon, on passe au champ électrique. Alors, pour les questions qui m'habitent,
En français et en arabe, c'est comme vous voulez. Hein. C'est pas forcément en langue française. Hein. Alors, on passe au champ électrique. Hein. Alors, maintenant, c'est quoi le champ électrique? La force électrique, on va parler du champ électrique. Donc ça, on l'avait déjà fait en cours. Ça, c'est juste un rappel. Alors, le champ électrique, tout simplement, c'est qu'une fois que vous avez une charge électrique dans l'espace, qui est là par exemple, elle va générer un champ électrique l'espace, dans tout l'espace. Donc si on considère le point M qui est là, quel est le champ électrique? Ce n'est que K, la constante, ou la 1 sur 4 pi epsilon 0, fois la charge, fois la distance au carré, fois le vecteur unitaire. Et vous vous rappelez tous que le vecteur unitaire, c'est qu'il est dirigé de la charge vers l'extérieur, qui est là. Donc, elle va générer un champ électrique dans ce sens-là. Bien sûr, c'est dans le cas d'une charge positive. Hein. Maintenant, bon, ça c'est la distance, ça c'est le vecteur unitaire. Je vais effacer ce qu'il y a sur l'écran. Voilà. Maintenant, dans le cas d'une charge positive, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si la charge est positive à ce niveau-là, donc, K fois Q fois R au carré. Si la charge est positive, ça veut dire que automatiquement la constante est positive, R au carré il est positif, ça veut dire que E, il sera dans le même sens que U. Et donc on aura quelque chose, un champ électrique qui est sortant, puisqu'il est dans le même sens que U. Contrairement dans le cas d'une charge négative, alors dans ce cas-là, si la charge est négative, donc on va avoir une charge négative à ce niveau-là, et donc on va avoir un signe moins. Et donc le champ électrique sera dans le sens inverse que U. C'est-à-dire que le vecteur unitaire, il est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Et si la charge est négative, on aura un champ électrique qui entre. C'est-à-dire du point M vers la charge Q. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette charge-là, quand elle va créer un champ électrique dans tout l'espace, si vous ramenez n'importe quelle charge et vous la mettez à l'intérieur de ce champ électrique, cette charge-là, je vais mettre le stylo, la charge, elle va subir une force électrique. Cette force électrique, elle est égale à quoi? Elle est égale à la charge, fois le champ électrique. Alors, le champ électrique, il est généré par la charge Hadi, et cette charge-là, elle va subir une force. Bon, la force, elle sera... Vous remarquez que quand on écrit comme ça, quand on écrit que F est égal Q fois E, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on aura un vecteur qui sera dans la même direction que E, c'est-à-dire qu'ils sont portés sur la même droite. C'est-à-dire que c'est le champ là, F automatiquement va être de la droite. Sauf, maintenant, ça va dépendre du signe de Hadi. Si Q est positif, ça veut dire que F, elle sera dans ce sens-là, la force, puisqu'elle sera dans le même sens que E. Si la charge Hadi, elle est négative, ça veut dire que F, il sera dans le sens inverse de E. Et donc, on aura la force dans ce sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un récapitulatif. Et on va prendre juste un cas. Alors, si on considère une charge positive, donc la charge, elle est positive, elle va générer un champ électrique sortant. Ça, c'est la première chose à retenir. Si vous mettez une charge négative, faites le point, cette charge négative, elle va subir une force électrique qui sera dans le sens inverse de E et qui sera dirigée de la charge négative vers plus. C'est-à-dire que c'est une force attractive, parce qu'ils sont de signes différents, et le champ électrique, il est sortant.
Si on prend le cas Hadaya, charge négative, elle va générer un champ électrique entrant. Donc, entrant. Si vous mettez une charge positive, le point M, cette charge positive, elle va subir une force électrique qui est dans le même sens que E, et c'est une force attractive, qui est dirigée du plus vers le moins. Voilà. Donc, il faut faire attention à ces expressions-là. C'est que... Pardon, j'efface ce qu'il y a là. Un champ électrique, il est généré par la charge source, qu'on appelle la charge source. Si on place une charge à ce niveau-là, F est égal toujours Q fois E. Alors ça, c'est le champ électrique. Le champ électrique dans le cas général, le champ électrique dans le cas d'une charge positive, le champ électrique dans le cas d'une charge négative. Quand on génère un champ électrique, on place une charge, donc elle va subir une force. Et on passe maintenant à la superposition d'un champ électrique. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs charges, par exemple, on va faire un exemple. Par exemple, je prends une charge ici Q1, je prends une charge Q2 et je prends une charge, par exemple, Q3. Alors, bien sûr, sans connaître le signe les charges, vous ne pouvez pas déterminer le champ électrique. Alors, on va commencer par Q2, par exemple. Quel est le champ électrique total, le point 1? Alors, si Q2, on va dire qu'elle est positive, donc elle va générer un champ E2. On va faire juste après un exemple, là. Bien sûr, qui est porté par cette droite-là. Si Q3 est négatif, donc ça va être un champ électrique entrant, porté sur la droite AD. Si Q1, par exemple, on va dire qui est positif, elle va générer un autre champ E1. Donc, vous avez U3. Alors, quel est le champ total? Tout simplement, c'est la somme vectorielle de tous ces champs-là, comme nous l'avons fait déjà pour la force. Hein. C'est-à-dire que E total, le point M, c'est E1 plus E2 plus E3. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de choisir un système d'axes. On va dire prendre un exemple d'un X, Y. Et vous faites vos projections pour déterminer le champ total. Alors, on va considérer l'exemple Hadaya. Je vais faire ce qu'il y a sur la page. Voilà. On va considérer l'exemple. Alors, vous remarquez que la géométrie, elle est importante. Hein. Donc, la fin de l'exemple, c'est que vous avez deux charges. Q1 qui est positif, Q2 qui est négatif, et vous avez le point P qui est là. Okay. Alors, quel est le champ électrique total au niveau du point P? Alors, vous avez la distance R1, vous avez la distance R2. Et vous avez D. Hein. Donc, D entre Q1, Q2. Vous avez, pour le calcul numérique, vous avez X qui est égal à 2 mètres, et vous avez Y qui est égal à 2 mètres. Alors, on procède toujours de cette manière-là. Par le principe de superposition, on va tracer le premier champ électrique E1. Donc, E1 au niveau du point P. Donc, automatiquement, la charge, elle est positive. Donc, le champ, automatiquement, il est sortant. Comme il est porté par cette droite-là. La deuxième étape, c'est de voir E2. Comme la charge est négative, donc vous allez avoir un vecteur qui est dirigé du point P vers Q2. Alors, quel est le champ total au point P? Ce n'est tout simplement E1 plus E2. C'est la somme vectorielle. Alors, éventuellement, EX, donc, je vous prie de refaire un peu les calculs. Ça va vous faire un petit exercice. Alors, pourquoi cosinus θ? Parce que vous avez θ, si on prend l'axe ici, on commence par θ1. Donc, θ1 là, on a. Donc, E1, alors, E1 de X, ce n'est que E1 cosinus θ, parce qu'il est là, E1 de X.
E1 de Y, c'est E1 sinus θ. Attention, encore une fois, faire attention à ça. E1, une fois que nous avons fait les projections, toutes ces valeurs-là deviennent des valeurs absolues, sauf pour EX et EY, ce sont des valeurs algébriques. Pardon. Alors maintenant, si je reviens sur E2. Alors vous avez le θ2 qui est là. Alors où est-ce qu'on retrouve le θ2? C'est que θ2 il est là, donc on retrouve θ2 là. Voilà. θ2 à ce niveau-là. Donc E2, si on fait les projections suivant X, on va avoir E2 X qui est là. Donc vous avez E2X, c'est E2 sinus θ2, et E2Y, c'est E2 sinus θ2. Une fois que vous avez fait ça, vous faites le calcul tout simplement. Donc E total, c'est tout ça. Et vous allez avoir R1, avant d'arriver à R1, R2, plutôt avant d'arriver à E1 et à E2, on calcule R1. Alors R1, c'est quoi? R1, c'est cette distance-là. Okay. Donc R1, ce n'est que la racine de cette distance-là au carré plus cette distance-là au carré. Alors, c'est quoi? C'est Y. Et cette distance, tout ça, ce n'est que la distance D. Okay. Ou là, pardon, c'est D, Hadia. Attendez, je vais effacer. Qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, R1, c'est la racine de Y au carré. Donc, Y au carré. Alors, l'autre fille, Germany demande d'annoter le contenu. Alors, vous avez donc Y au carré plus la racine de D, puisque c'est 2D, donc ça c'est D plus X. Tout ça, au carré. R2, donc cette distance-là, R2, qui est là, ce n'est que la racine de Y au carré, donc c'est cette distance-là, plus au carré. Et cette distance HDA, ce n'est tout simplement que X, donc tout ça X, moins D. Okay. Donc ce n'est que de formules géométriques. Alors éventuellement, sinus θ1, donc vous arrivez à tirer sinus θ1, ce n'est que Y sur R1. Sinus θ2, ce n'est que Y sur R2, et ainsi de suite. E1, c'est K Q1 sur cette distance au carré, et E2, KQ2 sur R2 au carré. Une fois que vous allez remplacer, pardon, une fois que vous allez remplacer, vous allez trouver le champ électrique. Je vais quand même effacer tout ce qu'il y a. Et donc, le champ électrique total qui est à ce niveau-là, ce n'est que E1 plus E2. Alors, vous remarquez que le champ électrique, il est dirigé dans ce sens-là. Donc, vous avez E1 et E2. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est que si on place, donc le champ électrique qui est là, si on place une charge, on va prendre une charge négative, par exemple. Là, on va placer une charge négative. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette charge négative? Alors, si quelqu'un peut répondre, donc c'est pas la peine de... Il suffit juste de désactiver le micro. Hi. Donc, on a une charge Q1, Q2. Les deux vont générer un champ électrique E1 et E2. Le champ total, c'est E. Si on place une charge négative sur le point P, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera là la charge à dire. Charge qui est négative. Je vais dire la sieste.
Allô, allô. Monsieur, Alors, vous pouvez répéter la question. pardon. Répétez la question. ولا ما سمعت. يعطيك تعاود la question. قلت لكم هنا le champ عندك هذه la charge Q1 elle va générer un champ électrique E1. On est d'accord. La charge Q2 elle va générer un champ électrique E2. La somme des deux charges des deux champs c'est le champ total E. Alors هنا. Maintenant لو كان نحكموا une charge n'importe quelle charge. Bien sûr la demande déplacée وهمشا. نحكموا une charge négative نحطوها في le point P. Qu'est-ce qui va se passer? وش يصرى؟ En fait ce qui va se passer c'est que هاد la charge il y a quelqu'un qui veut répondre. Oui, monsieur. Allez-y. Va générer une force F. Voilà, donc elle va subir une force. Donc la charge هذه ندخلوها dans un champ électrique, elle va subir une force exactement. Et cette force-là, elle sera quoi? C'est cette charge-là fois le champ électrique, voilà, fois le E total. Comme elle est négative, donc كيفاش راح تكون la force électrique? Elle va être dans le sens inverse de le E et donc une force هكذايا. Donc la charge négative qui تحطوها في le point P automatiquement راح تروح dans ce sens-là. Donc elle va être poussée vers le sens هذا. Alors le champ électrique قلت لكم si vous rappelez في le cours, il faut toujours l'imaginer comme le champ gravitationnel. يكون عندكم الارض كي تحطوا حاجه par exemple تحطوا une masse M كي تطلقوها elle va subir quoi la masse M? Elle va subir un poids. Donc le poids هذا qu'est-ce qu'il va la faire? Il va la diriger vers le bas يحبطها لتحت. Alors c'est le même principe, c'est que si vous avez l'espace un champ électrique dans tout l'espace, si vous mettez n'importe quelle charge, elle va subir une force. Ça, contrairement à la dynamique, c'est que la masse elle est négative. على بالنا بلي le P, le poids, est égal toujours la masse fois G, la gravité. Donc هذا il est positif et donc toujours le P il est dans le sens de la gravité. Par contre les charges c'est F qui est égal Q fois E. Ça c'est un champ, c'est le champ. Ça c'est une force, c'est une force. Alors, contrairement à la dynamique qui est l'équation de la dynamique, au niveau de la force électrique, c'est qu'il peut être positif ou négatif. Alors, éventuellement, s'il est positif, ça veut dire que F, il est dans le sens de E. S'il est négatif, c'est que la force, elle est dans le sens inverse du champ électrique. Voilà plus ou moins, voilà ce qu'on fait pour la force et le champ électrique, il est plutôt le champ électrostatique. Alors, ça, c'est. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au système, aux distributions continues? Monsieur, Oui. la charge هذيك اللي زدناها لا شارج تاعها شغل نهملوها بارابور الكيو 1 والكيو 2 ولا ما سمعتك ولا؟ إذا شغل لا شارج تاعها ما تبانش قدام الكيو 1 والكيو 2. Voilà, très bien. Donc exactement. Il y a en fait la charge. Oui, allez. Sinon, même avec Q- دير un champ. Exactement. هذيك la charge Q1 دير le signe moins. دير un champ électrique et elle va générer une force sur Q1 et Q2. Effectivement, parce que chaque charge, elle génère un champ électrique. Mais bon, c'est que ça va être difficile de prendre tout le champ en considération. En général, ce qu'on fait, on prend des charges assez importantes et de voir l'étude sur une seule charge. Qui maintenant, par exemple, si je reviens à l'exercice. Si je prends le cas de l'exercice, effectivement, la charge Q2, Q3, Q4, elles appliquent une force sur Q1. Même Q1, elle va appliquer une force sur Q2, Q3 et Q4, et vice-versa. Donc, maintenant, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on considère juste, au niveau de deux charges, quel est le champ généré sur le point P et quelle est la force appliquée sur la charge Q. Mais effectivement, la charge HDA, elle apporte son champ électrique qui lui aussi va influencer Q1 et Q2. C'est bon? Jeune homme. C'est bon, monsieur.
Ok. Alors, maintenant, on passe au champ électrique dans un système continu. Alors, vous avez tous remarqué que, Hnaya, si je reviens, je vais tracer quand même avec le pointeur. Alors, vous rappelez tous que pour le moment, on a considéré des charges, des points, des charges ponctuelles, c'est-à-dire de dimension, Q2. Et donc, le champ électrique, tout simplement, je crois que c'était le dernier cours ou l'avant-dernier cours avant de partir en confinement. Mais allez, on va le refaire, c'est pas grave. Ou le champ électrique. À n'importe quelle charge. Le problème va se poser, c'est qu'une fois que nous avons une distribution de charges continue, c'est-à-dire nous avons plus de charges points, des ponctuelles, mais par contre un fil, c'est-à-dire en un dé, ou là une surface, ou là un volume, donc S, ou là un volume. Alors le problème qui se pose là, comment on détermine le champ électrique, le point. Alors en cours, on avait dit qu'on prenait toujours un élément srère. On a dans le cas où vous avez des distributions de plusieurs charges, le champ total, ce n'est que la somme des champs EI, avec des points. Par contre, donc on passe, donc dans le cas où la distribution elle est continue, c'est qu'on prend un élément, un petit élément, dans le cas d'un fil, on l'appelle DL, dans le cas de la surface, on l'appelle DS, et dans le cas d'un volume, on l'appelle dV. Et donc, au lieu d'avoir l'intégrale, plutôt la sommation, pardon, la somme, la distribution, on aura quelque chose qui est l'intégrale. Et donc, au lieu de parler de E, on va parler de DE, c'est-à-dire que chaque élément va générer un petit champ srère. Pour les trois cas, c'est-à-dire que DE est égal à quoi? C'est K, au lieu d'avoir Q, on a la charge, c'est DQ. Sur R au carré. Donc, ce qui va changer, c'est que ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, donc DE, c'est K DQ sur R2. J'efface tout ça. Quand vous avez la vidéo, donc vous avez la possibilité de revenir un petit peu. Et je vais réécrire ce que j'avais écrit tout à l'heure. Un élément srère, il va créer un petit champ DE qui est égal à K DQ sur R au carré. Rien ne change. Vous avez la constante K, vous avez DQ, vous avez la distance au carré, et vous avez le vecteur unitaire U qui est toujours dirigé de la charge vers l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui va changer? C'est le DQ. Alors, dans le cas d'un fil, le DQ, ce n'est que la densité linéaire, c'est-à-dire que lambda dL. Dans le cas d'une surface DQ, ce n'est que une densité surfacique fois ds. Et dans le cas d'un volume, DQ, ce n'est que la densité volumique fois, dV. Alors, dl, je reviens sur ça, la densité linéaire. La densité linéaire, elle ne change pas. C'est pas qu'elle ne change pas, attention, c'est la propriété de le fil d'Yelko. Si on vous donne une densité linéaire dans un fil, c'est-à-dire que vous avez la même distribution à tous les niveaux. C'est-à-dire, par exemple, là, je prends une densité linéaire, par exemple, de 2. C'est juste un exemple mathématique. 2 coulombs par mètre. Alors, si j'ai un fil à 400 cm, il y a une charge qui est égale à 2 fois 4. C'est juste un exemple. Les chiffres, qu'est-ce qu'il y a tout là? Donc, je vais avoir 2 fois 8 coulombs. Si j'ai un fil fait 10 cm,
j'aurai quelque chose de 2 fois 10 et j'aurai un dq, une charge. Donc, c'est comme, vous vous rappelez tous que c'est toutefois la masse volumique. Gros, la masse volumique de n'importe quel fluide, c'est la masse sur le volume. Donc, si je prends une petite masse, j'aurai un certain volume par rapport à ça. Si j'augmente la masse automatiquement, j'augmente le volume par rapport. Alors, je vais réeffacer tout ça. Et donc, à ce niveau-là, on a une densité linéique. Donc, dq, c'est lambda dl. Et on va avoir le champ électrique suivant cette expression. Alors, le champ électrique total, au point 1, ce n'est que l'intégrale de k lambda dl sur r au carré. La même chose pour la surface. Donc, dq, c'est sigma ds. Donc, vous remarquez que l'expression ne change pas. D'ailleurs. Donc, l'expression, elle est toujours la même. Un pour le volume. Ce qui change, c'est hada dq hada. Hna, c'est lambda dl. Hna, c'est sigma ds. Ou hna, c'est rho dphi. Alors, le problème qui se pose, c'est à ce niveau-là, c'est quand on commence à intégrer. Ça, c'est la première problématique. Le deuxième problème, en général, les étudiants qui se posent, c'est que est-ce qu'on utilise Hadi, ou là j'utilise cette-là, ou là celle-là. Okay? Et en général aussi, le problème qui se pose, c'est que R, en général, n'est pas constant. Donc, mais l'intégrale. Et donc, on se retrouve à faire l'intégrale des expressions mathématiques. En général, on vous donne quelque chose qui a la symétrie parce que c'est beaucoup plus facile. Hein? Alors, pourquoi je suis passé là? Pour la distribution, on va faire un exemple juste après, une fois qu'on va terminer avec le potentiel. Donc, il y a un petit exemple ici et on va revenir sur la distribution continue. Bon, avant de passer le potentiel, est-ce qu'il y a des questions? Alors, quand même, je vais vous donner un petit exemple. Alors, juste un petit exemple. En général, comment on fait? Alors, on vous donne par exemple, par exemple, je prends X, je prends Y. Je prends par exemple, on va dire une barre, un fil qui est comme ça. Donc, une année entre moins A et plus A. Alors, quel est le champ électrique créé le point ici, point 1? Alors, la première question à se poser, est-ce que c'est une densité linéique, surfacique ou volumique? Alors, comme c'est une tige ou un fil, automatiquement, on va avoir une densité linéique. Et donc, on sait très bien si on a une densité linéique, tout simplement, dq, la petite charge, ce n'est que lambda dl. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, le dl, c'est souvent qui pose le problème. C'est comment je vais l'exprimer, ce dl. Alors, vous remarquez que la tige, elle est suivant y. Donc, si je prends un petit élément, mon dl, ce n'est que dy. Si la tige, elle était suivant l'axe x, mon dl, ce n'est que dx. Et dans ce cas-là, j'aurai un dq fadlhala, c'est lambda y. Donc, si je vais écrire l'expression de dE en vecteur, allez, je ne veux pas faire de projection pour le moment, ce n'est que k lambda dy sur r au carré. Alors, r, c'est quoi? C'est cette distance-là. Donc, si on veut intégrer dans ce cas-là, fois le vecteur unitaire, pardon, on doit intégrer toujours entre le minimum et le maximum. Si je prends le cas, par exemple, d'une surface, il y a différentes formes de surface. Soit vous prenez surface carrée, par exemple, x, y,
Donc la première question que je me pose, comme c'est une surface, donc on va parler de sigma et non de lambda. Et dans ce cas-là, dq taille, petite charge, ce n'est que sigma ds. Alors ds taille, si je prends un, je ne vais pas m'amuser à prendre quelque chose qui est polaire. Donc ds, ce n'est que, si je prends cartésien, ce n'est que dx et y. Et quand on intègre sur DE, ce n'est que K sigma ds, c'est-à-dire que c'est dx, dy. Mais il faut faire attention, c'est qu'on intègre deux fois la surface. Pourquoi? Parce que j'ai deux variables suivant x, suivant y. Maintenant, si je prends un cercle, dans le cercle ds taille, je ne vais pas m'amuser à prendre le cartésien. Je vais prendre en polaire et le ds taille, c'est r, dr et dθ. En fait, il y a pas mal d'exercices. Je vais vous envoyer la solution. Essayez d'appliquer le principe. Au départ, ce n'est pas toujours évident, mais vous allez vous rendre compte qu'on démarre toujours sur ce principe-là. C'est-à-dire que je vois si c'est une densité linéique, si c'est une densité surfacique, ou là une densité volumique. Il faut faire attention sur le ds hadaya. C'est-à-dire que là, c'est dx, dy. Dans le cas d'une surface, c'est r, dr, dθ. Alors, là, ce qui est intéressant, si j'ai un carré, plutôt un disque, le R, je l'intègre entre 0 et grand R, puisqu'il varie de là à là, et θ, c'est entre 0 et 2p. Si j'avais au lieu d'un disque, j'ai par exemple un quart de disque, j'ai un quart de disque, dans ce cas-là, tout simplement, j'intègre mon R toujours de 0 à R, comme c'est plein. Par contre, le θ, je l'intègre de 0 à pi sur 2. Voilà. Donc la série, il y a pas mal d'exercices sur ça. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de relire le cours et d'essayer de faire les exercices. Si vous n'arrivez pas, regardez comment ça se passe au moins pour le premier ou le deuxième exercice, la solution. Vous revenez à l'exercice. Alors, une fois que nous avons terminé avec la force électrostatique et le champ électrique, on passe au potentiel. Alors, le potentiel, c'est que, comment il est défini? Alors, on sait très bien que le premier semestre, malheureusement, on n'a pas pu faire l'énergie. Donc, on n'a pas pu parler des forces électrostatiques. Mais je pense que nous l'avons déjà fait en cours. C'est que la force électrostatique qui est égale Q fois E est une force conservative. On a la force conservative, c'est quoi? C'est une force qui ne dépend pas du chemin suivi. C'est-à-dire que le point A vers le point B, je prends ce chemin-là, ou là, le chemin Hada, ou là, ce chemin-là, c'est le même travail. Ça, c'est la première propriété. La deuxième propriété, c'est que dans un circuit fermé, c'est-à-dire quand on le point A vers le point A, le travail de cette force-là, il est tout simplement égal à 0. Ça, c'est le principe de la force conservative. Mais on ne va pas se compliquer trop l'existence. Okay. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer l'expression dans le potentiel. Alors, si on dit qu'une force est conservative, donc là j'ai écrit le détail, on dit que cette force-là, ou la E, parce que c'est la même chose, il dérive d'un potentiel. Ça veut dire quoi, il dérive d'un potentiel? Il faut rappeler tous le cours qu'on a appelé il dérive d'un potentiel. Ça veut dire qu'il existe un scalaire, ou un chiffre, ou un potentiel. Si on le dérive, c'est ça la dérivée, il y a E. Par contre, il faut faire attention. E, c'est un vecteur. Okay. Hadaya, V, c'est un scalaire, c'est un chiffre. Et vous savez très bien qu'un vecteur ne peut jamais égaler un chiffre. Par contre, l'opérateur Hada moins, le gradient qui est en analyse vectorielle, c'est un opérateur, c'est un vecteur. Alors, c'est quoi la dérivée? Alors, vous avez tout simplement, dans le repère cartésien, pardon, dans le repère cartésien, vous avez, je reviens sur
dans le repère cartésien, vous avez la dérivée de V par rapport à X, c'est EX, c'est-à-dire j'ai la composante de EX. Si je dérive V par rapport à X, atteint V, pardon. Si je dérive V par rapport à X, c'est EX, avec le signe moins bien sûr. Et si je dérive V par rapport à Y, atteint EY. Ça, c'est dans le coordonnées cartésien. Dans le repère polaire, la dérivée de V par rapport à R, c'est ER. Et la dérivée de V par rapport à θ fois 1 sur R, c'est Eθ. Alors, on va appliquer Hadaya dans le cas d'une charge ponctuelle. C'est-à-dire dans le cas où c'est juste une charge, une distribution discontinue. C'est-à-dire je prends la charge. Alors, attendez, je crois qu'il y a une question. Alors, j'arrive. Je crois qu'il y a... Alors, si on considère le champ électrique à ce niveau-là, au niveau de la charge. Alors, si je prends n'importe quel point, si elle est positive, elle va générer un champ électrique. Alors, l'expression de ce E-là, comme vous le savez, si je prends le module, c'est K fois Q sur la distance au carré. Pardon, je vais regarder juste sur le chat. Oui, vous voulez que je répète pour la dérivée? Alors, je reviens sur la dérivée. On avait dit que pour le champ électrique, il dérive d'un potentiel. Un potentiel ou un scalaire, si je le dérive par rapport aux composantes de l'espace, on a le champ. Sahada, c'est un vecteur E. Et le gradient, c'est un vecteur. Et V, c'est un scalaire. Alors, dans ce cas-là, si je prends mon potentiel, je prends le repère cartésien. Si je le dérive par rapport à X, tout simplement EX. Avec un signe moins, bien sûr. Si je prends le même potentiel et je le dérive par rapport à Y, l'expression de le potentiel, si je le dérive par rapport à Y, je trouve moins EY. Pardon, en plus, on dirait le moins. C'est ça le principe de la dérivée, tu as le gradient. Par contre, dans le repère polaire, si je prends un potentiel, je le dérive par rapport à R, donc pour la charge ponctuelle, on trouve ER. Maintenant, si je le dérive par rapport à θ, par contre, le polaire, il faut toujours rajouter le 1 sur R, et donc je trouve le ET. Alors, si on applique cette expression au niveau de la charge, parce que pour le moment, ce qu'on est en train de chercher, c'est le potentiel. Comment on écrit le potentiel dans le cas d'une charge ponctuelle? Alors, si on applique le principe, on a blé E est égal moins gradient de V. Dans ce cas-là, on va utiliser le polaire, parce que tout simplement, le champ électrique dans le cas d'une charge ponctuelle, il est radial. Ça veut dire quoi, il est radial? Ça veut dire qu'il dépend que de R. أنا مش هناخد هذا الكارتيزيان مش هنصيب X ou Y. Donc je vais utiliser R et θ. Alors dans ce cas-là, ER, c'est dV sur dR et Eθ, c'est moins 1 sur R dV sur dt. Alors, dans le champ, en fait, on a ER. Tu vois là, ER, Eθ. C'est quoi ER, Eθ? En fait, ER et Eθ, si vous vous rappelez en dynamique, c'est les coordonnées polaires. C'est-à-dire que c'est suivant le vecteur unitaire UR et suivant Uθ. Donc, si je prends la charge pour le point M, comment je trace UR?
Donc UR, il est toujours ma R, c'est-à-dire qu'il suit R. Donc vous avez UR dans ce sens-là. Et Uθ, il est perpendiculaire à UR. Là, ce sont les coordonnées polaires. Donc si je prends E, à la banable E, il est toujours à R. Bon, il reste le sens, soit Hagda, soit Hagda. Mais il y a toujours à UR. Et dans ce cas-là, ER, c'est KQ sur R au carré. Et Eθ, donc le champ électrique, il n'a pas d'expression suivant θ. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends dV sur dθ est égal à 0, ça veut dire que tout simplement V ne dépend pas de θ. Il dépend que de R. Et donc, je me retrouve avec une expression tout simple. dV est égal dQ sur R au carré sur dR. C'est une expression à intégrer. Alors, si nous allons intégrer cette expression, je vais effacer tout ça. Non. Donc, on reprend cette expression. Donc, l'intégrale de dV entre R et l'infini. Voilà, on choisit l'infini parce qu'on sait très bien qu'à l'infini, le potentiel il est égal à 0. C'est-à-dire, si je prends une charge qui est là, à l'infini, le potentiel là, il est égal à 0. Il n'y a pas que le potentiel. Même le champ électrique, il est égal à 0. Il n'y a pas d'influence sur le point. Donc, si on intègre, vous allez intégrer tout simplement donc R l'infini, KQ sur R2, et on se retrouve KQ sur l'infini, ça c'est 0, et on trouve l'expression du potentiel. Alors ça c'est juste, ça c'est juste une application dans le potentiel pour prouver dans le cas d'une charge électrique. Bien sûr, quand on vous demande de calculer le potentiel d'une charge électrique à une distance R, vous n'allez pas refaire tout ça. Vous allez appliquer directement l'expression que le potentiel, c'est K fois la charge sur la distance. Dans le cas où il y a plusieurs charges, c'est-à-dire je prends un cas simple. Donc si je prends une charge Q1, la charge Q2, la charge Q3, quel est le potentiel sur le point 1? Ce n'est que la somme de tous les potentiels. C'est-à-dire que c'est K Q1 sur cette distance, plus KQ2 fois cette distance-là, et ainsi de suite. Pour faire attention, ce sont des valeurs algébriques. C'est-à-dire que si Q est négatif, on introduit le signe moins. Si elle est positive, elle est positive. Okay? Alors, contrairement au champ électrique E, le champ électrique, c'est une somme vectorielle. Par contre, ça, c'est la somme qui est algébrique. Alors, la même chose pour le potentiel que le champ électrique. C'est-à-dire que dans le cas d'une densité linéaire, c'est-à-dire que je prends K dQ sur la distance au carré, la même chose pour le potentiel, c'est un dV, au lieu de K fois la charge, ce n'est que dQ sur la distance. Attention, le potentiel c'est en R, et le champ électrique et la force électrique c'est en R au carré. Alors, le shahid c'est que dQ dans la densité linéaire, c'est lambda dL, dQ dans la surface, c'est sigma ds, et dQ au niveau d'un volume, c'est rho dV. Et donc, on intègre la distribution au lieu de passer à la somme. Alors, donc, pour le moment, avant de terminer avec ça, c'est que alors, si on fait un petit résumé sur tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, j'ai fait la force électrostatique. C'est ça? C'est la charge fois les deux charges Q2 sur R au carré fois UN2. Ça, c'est la première chose. Je fais le champ électrique. E est égal à la charge, le K, pardon, fois la, sur R au carré fois le champ électrique. Fois le vecteur unitaire, pardon.
Alors, E, KQ sur R2, voilà. Dans le cas où c'est une distribution de points, plusieurs points, ce n'est que la somme. Dans le cas où on a une tige ou une surface ou un volume, ce n'est que l'intégrale. Donc, Q هذه كما شفنا les expressions تاعهم. Et le potentiel, tout simplement, ce n'est que K, Q sur la distance. La même chose, si j'ai plusieurs charges, donc tout simplement, c'est la somme de tous les potentiels. Si maintenant nous avons une distribution continue, c'est-à-dire un segment ou une surface ou un volume, on passe à l'intégrale, comme dans ces expressions. Donc avant de faire la khouras, il y a des questions. En fait, l'exemple, je vous ai remis le polycopie de la première année donc d'électricité. Donc il y a l'exemple. Alors, je vous invite à lire le polycopie. Il est très bien détaillé. On explique bien les phénomènes physiques. Et je pense qu'avec cette présentation, le polycopie, les exercices que vous allez faire, je pense que vous allez faire le tour de la première partie. Pour le moment, est-ce qu'il y a des questions? On ouvre les micros, s'il vous plaît, pour 1 ou 2 minutes. Sinon, on passe à la dernière partie. Alors, on va juste, je vais vous expliquer le problème physique. Je vous prie de le faire. Donc, et vous allez voir que ce soit dans le cas d'une tige ou une surface ou un volume, c'est toujours le même principe. Attendez, je crois qu'il y a une question. Alors, pourquoi il y a un étudiant qui répète, qui pose la question, pourquoi le potentiel il est infini, il est égal à 0 à l'infini? Alors, attendez. Alors, pourquoi le potentiel il est à l'infini est égal à 0? En fait, tout simplement, c'est que si on prend une charge là, voilà, avec la charge, tout le monde arrive à voir la charge. Oui. Alors, si la charge elle est là, vous remarquez que à chaque point de l'espace, le point 1 maintenant, pardon, voilà, je prends la charge qui est là. En chaque point de l'espace, elle va générer un champ électrique, mais on va la considérer positive. Hein? Donc, R qui est là. Donc, en chaque point de l'espace, elle va générer un champ électrique qui est égal, de le moduler là, directement. C'est K, la charge sur R au carré. Elle va générer aussi un potentiel. Donc, elle va créer un potentiel. Le potentiel fait le point 1, ce n'est que K, la charge sur R. Voilà. Elle est positive. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que plus on avance à la charge, plus on s'éloigne de la charge, c'est que le R augmente. Et si R augmente, donc si R augmente, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la charge, E va diminuer et le potentiel aussi va diminuer. Quand on arrive à l'infini, c'est-à-dire un point très très éloigné de R, 1 sur l'infini, et 1 sur l'infini va tendre le potentiel vers 0. Ça, c'est mathématique. Par contre, la physique, ça veut dire qu'il n'y a aucune influence de la charge à un point à l'infini. Voilà, c'est pour ça que à ce moment-là, quand le potentiel tend vers l'infini, quand R tend vers l'infini, votre potentiel il est égal à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune influence. Alors ça, c'est beaucoup plus physique que mathématique. C'est bon? Alors, si on prend l'exemple, cet exemple-là, alors, quel est le champ électrique
Je vais vous donner quelques indications. Donc, c'est à vous de faire qu'on avait dit comme la dernière fois. Donc, vous prenez le maximum des questions et je vais répondre à ces questions-là. Alors, quel est le champ électrique généré sur le point A maintenant? Alors, vous avez un disque plein qui est chargé. Alors, si vous avez un disque, la première question à se poser, ce n'est pas une densité linéaire ni volumique, donc automatiquement une densité surfacique et donc sigma. Et donc, je sais très bien que CG sigma dQ est égal à sigma ds. Alors, on prend un élément, l'élément qu'on a pris, qu'on a considéré, c'est un disque qui est comme ça, donc qu'on va appeler ds. Alors, la deuxième chose à dire, c'est quoi mon ds? Donc, du moment que j'ai quelque chose qui est circulaire, le cartésien. Automatiquement, je sais très bien qu'on va partir au polaire. Donc, au ds tarif le polaire, c'est R, dr, dθ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du moment que vous avez la symétrie par rapport à θ, c'est-à-dire si vous prenez le point là et vous faites le tour, vous faites varier le θ qui est là, vous allez avoir la même chose, la même valeur. Et donc, mon dθ, il varie entre 0 et 2π. Donc, je peux écrire mon ds tout simplement, ce n'est que 2π r dr. Donc, j'arrive à cette expression. Donc, ds est égal 2π, puisque j'ai fait le tour de 2π. Vous avez cette symétrie-là, r dr. Et donc, mon dE, c'est quoi? Ce n'est que K dQ. dQ, c'est quoi? C'est sigma ds sur la distance au carré. La distance, c'est celle-là. C'est le point P vers le point. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on applique ce qu'on appelle la symétrie dans le champ électrique. Donc, c'est quoi cette symétrie du champ électrique? Pardon? Alors, vous avez le disque qui est là. Pardon? Ah, le disque. Vous avez le fil suivant l'axe Z. Alors, ce qu'on vous demande, quel est le champ électrique, le point Z. Alors, si on prend un élément ds à ce niveau-là, donc il va générer un champ électrique dans ce sens-là. DE. Il est là. Je m'excuse pour l'écriture avec la souris. Alors, vous avez DE. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Si vous faites les projections, vous avez un certain DEX, là, et vous avez un certain DEZ. Alors, si je prends θ, bien sûr, on ne va pas faire le calcul. DEZ, ce n'est que DE cosinus θ. DEX, ce n'est que DE sinus θ. Alors, comme vous prenez la symétrie, parce que si vous allez calculer DEX, c'est bon, 0. Alors, il est de préférence, au départ, vous déterminez la symétrie. Allez, la symétrie. Parce que si vous prenez le tour, qu'est-ce qui va se passer? C'est si je prends l'élément hna ou l'élément hna, il va générer un autre champ DE, et donc vous allez avoir un certain DEZ, et vous allez avoir un certain DEX. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Par symétrie, par symétrie, ce DEX va s'annuler avec ce DEX. Attendez, s'il vous plaît, 2 secondes, le temps de ramener le chargeur de la batterie. 2 secondes, s'il vous plaît.
Pardon. Alors, par symétrie, ce qu'il va faire, c'est que DEX il va s'annuler par DEX. Donc, si on fait le tour à le disque, automatiquement, on n'aura aucune composante suivant DEX. C'est pour ça que on va prendre que DEZ par symétrie. Et donc, par rapport à ça, on va avoir DE, le champ total, à la base d'un voici que DEZ. En fait, ce n'est que DE. C'est tout ça, fois cosinus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous êtes obligé de passer par des relations géométriques. Alors, le Z, par contre, il faut faire attention. Le Z, il n'est pas variable. Il est constant. Parce qu'en fait, on est en train de chercher le champ électrique par rapport à une certaine position Z, Z constant. Donc, Z est constant. Si la seule variable que vous avez ici, c'est θ. Pourquoi? Parce que si vous changez le R, vous allez changer le θ. Donc, vous allez changer. Si je prends, vous avez le point Z qui est là. Vous avez votre disque. Alors, quelles sont les variables? Vous avez R, c'est une variable. Vous avez P1, de la distance, parce que si vous changez vous allez changer la distance. Et vous allez changer le θ. Par contre, Z est constant. Donc, on calcule le champ électrique par rapport à une certaine distance. Alors, ce que vous avez à faire, c'est, je préfère que vous allez le faire à tête reposée. Vous allez voir qu'il y a assez de détails pour calculer le champ électrique et le potentiel au point Z. Donc voilà, donc nous avons fait la force électrostatique, le champ et le potentiel. Maintenant, si on arrive aux topographies du champ électrique, alors la ligne de champ, c'est quoi par définition? La ligne de champ, c'est que si vous avez, c'est comme la trajectoire. Vous vous rappelez tous que de la trajectoire, c'est une ligne qui est tangente à un vecteur vitesse. Si on a une charge qui va générer un champ là, un champ ici, un champ ici, la ligne de champ, ce n'est tout simplement, c'est une droite, enfin, c'est une courbe où le champ électrique est toujours tangent à champ électrique. Alors, le truc le plus simple, si je prends dans le cas d'une charge positive, elle est une charge positive. Il fait le champ automatiquement sortant, le champ sortant, et ainsi de suite. Donc, à chaque point de l'espace, on a un champ électrique. Les lignes de champ, ce sont des lignes qui ont la même direction que eux, qui sont tangentes. Alors, contrairement à la charge positive, tout simplement la charge négative, ce sont des lignes qui sont radiales et qui sont entre. Alors, si on parle de la définition de la surface équipotentielle, alors c'est quoi une surface équipotentielle? C'est une surface où le potentiel il est constant. Le voltage d'AO il est constant. Par exemple, ici 120 volts, c'est juste un exemple. Ici 110 volts. Okay? Donc, toute cette surface-là a le même potentiel. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, elle est très importante, c'est que le champ électrique, la surface équipotentielle, il est toujours perpendiculaire à la surface équipotentielle. C'est-à-dire, le cas une surface a le même potentiel. Le champ électrique, bon, ça, je prends le champ électrique, il est toujours perpendiculaire au potentiel. C'est-à-dire que on a un angle de 80 degrés, on a un angle de 90 degrés. Ça, c'est la deuxième définition. Les lignes de champ, il y aura toujours du potentiel plus important vers le potentiel moins important. C'est ça. Si je prends le cas où il a le potentiel V1, E, vous rappelez tous que E est égal à moins gradient de V. Si E est égal à moins gradient de V, tout simplement dV est égal à moins EdN. Ça veut dire quoi? C'est que, quand on a des V, c'est V, c'est pas le gradient.
changer. Ça, c'est V. C'est le potentiel. Donc, si j'ai quelque chose, si je dérive le V à le E, si j'intègre le E, à dV. Donc, dans ce cas-là, dV, c'est moins E dL. Si on intègre, donc E, c'est le sens de dL. E, ça, c'est la variation des équipotentiels. On trouve que dV, c'est moins E dL. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon potentiel, le dV, la variation de mon potentiel, elle est égale à un signe moins. Ça veut dire que le champ électrique se déplace le long de la ligne de courant du potentiel le plus important vers le potentiel le moins important. Je ne peux pas avoir un champ électrique potentiel vers le potentiel, plutôt le potentiel faible. C'est comme le principe de la pression des vents. Vous savez que les vents, la direction du vent, trouve toujours la pression qui est là, la plus grande pression, P1, vers la plus petite pression. Donc c'est le même principe, les lignes de champ vont partir toujours du potentiel le plus important vers le potentiel. Alors on termine avec ça, on travaille énergie. Donc le travail défini charge électrique, ce n'est que la charge. Si on parle du travail, on parle du trajet. Le travail, c'est entre deux points. Travail d'une charge, c'est égal à la charge VA moins VB, c'est-à-dire le potentiel VA moins le potentiel VB. Si on se déplace, pardon, si un truc de potentiel VA VB, charge, le travail, tout simplement, c'est la charge VA moins VB. La deuxième définition, c'est l'énergie potentielle. Donc, vous vous rappelez tous en dynamique, vous remarquez tout ce qui chauffe la dynamique, si on avait la surface de la Terre, si on avait une masse M, l'énergie potentielle, elle est égale à quoi? C'est tout simplement M GH. Par contre, en électrostatique, l'énergie potentielle, ce n'est que la charge fois le potentiel et la hauteur. Alors, attention, le potentiel, c'est à la charge. Par exemple, je prends plusieurs charges, Q1, Q2, Q3, elles vont générer un potentiel sur le point M. Si je mets une charge là, l'énergie potentielle, c'est cette charge-là fois le potentiel créé par les trois charges. Le potentiel total sur le point M. Et ensuite, je calcule l'énergie potentielle d'une charge placée. Il reste l'énergie interne. Alors, l'énergie interne, tout simplement, je préfère bon, et sincèrement, je préfère utiliser cette expression qui est beaucoup plus facile. Alors, l'énergie interne, ce n'est que 1/2 la somme de Q fois V. Ça veut dire quoi? On va prendre un exemple très simple. On va juste. Quelle est l'énergie? On applique le principe. Varie de 1 à 3. Voilà, je me suis. Donc, si on va avec ça, c'est 1/2. Monsieur, pardon, monsieur.
الو وي وي أنا نسمع فيك باردون جوست راهي تتكوبا ماناش نسمعوهم هكذا سي بون وي سي بون Donc, je vais encore prendre 2-3 minutes. داكو Alors, donc, اي تعاود تتكوبا توجور je crois que c'est. La prochaine fois, on va essayer de faire la matinée. C'est bon. Inch'Allah. ان شاء الله Inch'Allah. Alors, c'est là. Donc, si on applique le principe directement, c'est 1 demi de Q1 fois V1 plus Q2 fois V2 plus Q3 fois V3. Alors, Q1, là, c'est la charge Q1. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi V1? V1, on va faire un petit exercice, ce n'est que le potentiel créé sur le point HADA, le point 1. Là, c'est la chose. Alors, quel est le potentiel créé sur le point HADA? Alors, le potentiel créé, ce n'est pas la charge Q1 qui va le créer, mais en fait, c'est Q3 et Q2. Donc, V1 sur le point 1, ce n'est que K, Q2, sur de la distance. On va l'appeler Rn2, sur Rn2. Plus le potentiel créé sur le point 1, c'est le potentiel 2 plus Q3. Donc, K, Q3 sur R13. Donc, ça, c'est le potentiel V1. Quel est le potentiel V2? Donc, le potentiel V2, ce n'est pas le potentiel créé par 2, mais c'est le potentiel créé par les autres charges. Et donc, V2, c'est quoi? Ce n'est que K, Q1 sur Rn2 plus K, Q3 sur R23. Et ainsi de suite. Donc, V3, c'est le potentiel créé par Q1 et Q2, et ainsi de suite. Et on trouve l'énergie. Donc, je pense que aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Bon, on prendra 2-3 minutes s'il y a des questions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Alors, je vous invite à des exercices à faire. Alors, les exercices à faire pour la deuxième série, c'est 1, 2, 4, 6. Bon, 1, 2 et 4, je pense que vous les avez déjà fait avant le confinement. Donc, 6, 9, 10, 11, 16, 17. Et envoyez la série, essayez de faire les exercices. Pour le moment, d'après ce qu'on a fait, le 4, vous les avez déjà fait. La prochaine fois, on va faire les Donc, s'il n'y a pas de questions, on prendra une ou la deux. Du moment que vous avez enregistré la vidéo, après le temps. راهي تتكوبا ماناش نسمعوها هكذا c'est bon. Allô? Pour les exercices, je viens de les écrire sur le slide. Comme la prochaine séance, on va faire le dipôle électrique. Donc, on va faire le dipôle électrique, le cours avant la séance, et vous aurez le temps de poser des questions. Est-ce que vous avez des questions particulières? Allô, allô? Allô? Pour moi, non, merci. Merci, monsieur. Donc on fait comme ça. D'accord, il n'y a aucun souci. Très bien. Très bien. Donc je vous souhaite bon courage. Merci à vous de même. Merci, monsieur. Très bientôt, cher. Merci, monsieur. Inch'Allah, merci. Inch'Allah.